Vous venez, Igor, rendre justice. Vous êtes sûr? Oui. On va parler small cap, on va parler petite valeur. Pour vous, et c'est le message que vous venez de délivrer aux investisseurs, pour vous, Igor, tout ce qui est petit et mignon, tel est votre verdict. Vous l'assumez? Oui, j'assume. Tout ce qui est petit et mignon. On parle bien bourse. Pourquoi vouliez-vous ainsi rendre justice à ce qui est petit en bourse? D'abord parce que le segment des small et mid cap est sous-performant par rapport au segment des large cap depuis, je dirais, fin 2021, alors que c'est en contradiction avec l'histoire. Depuis une vingtaine d'années, c'est plutôt l'inverse. Et les small cap ont toujours un peu le même avantage, c'est-à-dire que d'abord, c'est un segment qui est très vaste en termes de nombre de valeurs, c'est la moitié des valeurs cotées. C'est aussi un segment qui est peu travaillé ou qui montre des inefficiences d'information puisque les valeurs sont moins suivies, alors que sur les grandes capitalisations boursières, on a moins d'inefficience. Donc en fait, on a des mouvements boursiers qui sont un peu plus prévisibles ou en tout cas qui sont détectés beaucoup plus vite par l'ensemble du marché. Et puis ensuite, je dirais que on a moins la concurrence des ETF puisqu'en fait les ETF, il en existe, mais ça intéresse peu les maisons d'ETF puisque les volumes traités sont moindres et les grandes maisons d'ETF s'oriente plutôt vers les grandes capitalisations boursières. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on sélectionne des bons gérants stock picker ou si soi-même on est bon gérant small et mid cap, on peut faire de la surperformance, ce qui était le cas depuis 20 ans et ce qui a décroché depuis 2021 et en raison notamment de la politique monétaire et d'un contexte macroéconomique qui était moins favorable. Et là, aujourd'hui, alors que la politique monétaire probablement va s'inverser avec des indices manufacturiers qui sont de nouveau en infléchissement à la hausse, on a un démarrage des small caps depuis la fin de l'année dernière. Deuxième élément, je dirais, phare, c'est que ce sont des sociétés familiales en général. Ah oui. Donc plus alignées avec l'actionnaire minoritaire, plus sujets aux OPA avec des primes plus importantes parce qu'évidemment les masses à payer sont moins importantes, plus intéressantes pour les fonds LBO. Et puis il y a un avantage de valorisation. Aujourd'hui, depuis 20 ans, si on fait le PER relatif entre les larges et les small, il est au plus bas, c'est-à-dire moins de 1, 0,9, alors que la moyenne est à 1,2. Donc tous ces facteurs font que si on prend en compte aussi la prévision bénéficiaire qui est probablement sous-estimée mais qui est supérieure au large, on a un cas d'investissement pour le prochain cycle sur cette cote qui recèle des pépites. Mais il y a un grand si. Et vous avez démarré par un si on trouve un bon gérant capable de bien sélectionner ses valeurs. C'est-à-dire que autant j'achète un ETF MSCI World, je sais que je vais prendre la hausse des marchés, j'ai pas de questions à me poser et j'ai même pas à faire confiance. C'est comme ça. Là, il faut faire confiance. Oui, il faut faire confiance, mais on a de la chance en France parce qu'on a des très bons small capers. On a une cote qui est assez dense, c'est une des plus grosses cotes après l'Angleterre. Et donc, même si évidemment le gisement est beaucoup plus américain, le gisement français représente des opportunités, que ce soit les micros, parce qu'on ne parle pas des micros, mais il y a des capitalisations boursières de 50, 100 millions d'euros. Après, la taille des capitalisations différentes entre les États-Unis et nous, mais on a de quoi faire, mais il nous faut un environnement. Et aujourd'hui, on l'a. Depuis le début de l'année, le 17h35, les small caps, donc les mid caps qui reviennent en force. Igor Demac nous accompagne pour Vital Épargne. C'est peut-être cette fois un vrai réveil auquel on est en train d'assister. On a aussi de plus en plus de small et mid qui attirent le private equity. On a aussi ce rachat annoncé de Neoen, le titre Neoen qui était suspendu hier, gagne 20% là. Mid, oui, tout à fait, mais c'est un bon exemple. Ouais. C'est un bon exemple. De l'attrait. Aux États-Unis, ça serait une small, mais chez nous, c'est plutôt une mid. Effectivement, cette décote incroyable des small et mid dont vous dites, ça y est, compte tenu de cette décote, le rebond qui démarre est peut-être parti pour durer et perdurer. Si je vous fais confiance, si je vous suis, quels sont vos small et mid préférés? Est-ce qu'il y en a une ou deux là que vous pourriez ce soir, pas encore ce soir, mais pour ceux qui nous réécoutent en replay, peut-être mettre en avant, Igor? Alors, un petit détour sur la valorisation par rapport au private equity, parce que c'est intéressant, puisqu'on compare souvent les small caps parce qu'elles sont moins liquides au private equity. On a des opérations qui se sont fait plutôt autour de 9 fois les EBITDA l'année dernière, et les small caps se payent plutôt entre 6 et 7 fois. Une valeur qui remonte à la surface, comme une bulle, le champagne. Laurent Perrier, pourquoi? Parce que on a un peu tout encapsulé dans cette valeur, les arguments que je vous ai donnés, même si
ce n'est pas une valeur de croissance en volume parce que les volumes de champagne vendus baissent. Le dernier exercice l'a montré chez Laurent Perrier, 13%. Mais on a un effet mix prix, un effet prix qui est lié à la premiumisation de la gamme, qui compense avec des multiples de valorisation, price to book, donc rapport de la valorisation sur les fonds propres qui est proche de 1,2, pas beaucoup de dettes, des bonnes marges, et puis un scénario capitalistique, puisque c'est encore une marque indépendante, détenue par une famille, et un alignement des intérêts avec les actionnaires minoritaires. Donc, on a en fait peut-être pas mini LVMH, mais une valeur du luxe très rentable, très bien gérée, avec des produits qui sont en train de se premiumiser. Alors évidemment, l'élasticité prix sur une bouteille de champagne a une limite. Quand il y aura le retour des volumes, c'est une valeur qui devrait accélérer sa croissance de chiffre d'affaires. Et encore une fois, on imagine, même si la famille tient à conserver le capital, qu'un jour ou l'autre, une marque de champagne de ce renom finira dans l'escarcelle d'un grand groupe. Donc, j'allais dire, c'est un peu la valeur phare. C'est peut-être pas la valeur la moins chère, mais c'est pas la plus chère. Et c'est sûrement celle aujourd'hui, moi, que j'aime dans ce segment-là. C'est bien de vous prêter au jeu, de vous mouiller, nous apporter une idée de valeur comme ça dans laquelle vous croyez. Laurent Perrier, donc dans cet univers et dans la cote française. Il faut néanmoins, Igor, qu'on parle du petit accident du jour, l'inflation en zone euro. Ah là 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 là, chute à l'arrière du peloton. Aïe. Ah, on l'avait pas vu venir là, c'était pas prévu. Attention à l'hécatombe. Il dérape un peu l'inflation zone euro là, qui a été publiée, elle réaccélère en mai beaucoup plus qu'attendu. Attention à l'hécatombe, comme le dit notre commentateur sportif Emmanuel Le Chypre, que vous aurez peut-être reconnu dans ses talents de comédien. Est-ce que cette inflation qui ressort supérieure aux attentes en mai et qui réaccélère risque de casser les plans de la BCE? Est-ce que la BCE, la semaine prochaine, pourrait être empêchée de baisser ses taux? Igor? C'est pas ce que nous disent les prévisionnistes dans le marché. C'est pas une donnée sur un mois qui ferait dérailler la politique monétaire. Il faudrait qu'il y ait plusieurs données. Les prévisionnistes et en tout cas les spécialistes à la BCE ont trois objectifs quand ils regardent l'inflation. C'est l'inflation sous-jacente, ce qu'on voit d'ailleurs aux États-Unis qui a tendance à reculer. Les projections d'inflation, et celles-ci sont toujours baissières. Et ensuite, peut-être aussi l'impact de l'euro-dollar. Quand on baisse les taux sur une monnaie, on a peur que ça ait des impacts sur la valeur de la monnaie. Et on a aussi peur d'importer de l'inflation si l'euro s'affaiblit parce qu'on baisse les taux et que la monnaie rapporte moins que le dollar. Et donc tous ces éléments font aujourd'hui qu'il n'y a pas de remise en cause du scénario. En revanche, ce qu'on a vu aux États-Unis peut se produire en Europe, c'est-à-dire que la vitesse de baisse des taux sera peut-être plus faible qu'attendu, en tout cas ces derniers mois. Et donc, il faut se préparer à un scénario de baisse des taux. Mais en général, on baisse les taux très vite. Là, on va baisser les taux peut-être moins vite et en plusieurs itérations. Oui, l'inflation en zone euro, donc, qui réaccélère un petit peu à 2,6, et même hors énergie et alimentation, l'inflation aussi est supérieure aux attentes. Elle ressort à plus 2,9%. Une dernière question sur la tech, parce que la tech souffre un petit peu. Alors, pas toutes les valeurs de la tech, mais quand même. Hier, Salesforce, moins 20%. Aujourd'hui, à Wall Street, Dell, allez, moins 15% pour Dell. Et on a à Paris Capgemini, qui hier reculait fortement en lanterne rouge hier. Rebelote. Capgemini aujourd'hui recule encore. À nouveau lanterne rouge, moins 5%. Alors, il y a des choses qui sont spécifiques aux valeurs, aux trois valeurs que vous avez citées. Puis, il y a aussi la nécessité pour les valeurs technologiques. Elles ne sont pas immunisées contre le risque de publication. D'abord parce qu'elles sont chères en général. Donc, plus on est cher, moins on doit décevoir. Ensuite, parce que si on regarde le Nasdaq, je regarde les valeurs technologiques américaines qui sont un peu le phare boursier, c'est un indice qui a énormément performé et les valeurs aussi. Nvidia a très très bien publié et recule un peu ces derniers jours. Donc vous voyez, il ne faut pas non plus tout mélanger. Gardez en tête que l'intelligence en bourse, ça a beau être artificielle, la stupidité est toujours réelle et les indices ne grimpent pas tous les jours au ciel. Il y a des prises de profit et heureusement, et c'est la beauté d'un marché boursier, c'est qu'il est très liquide et qu'en fait, il faut quand même que les entreprises développent leur cas d'investissement, leur modèle en accord avec leurs prévisions. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces trois valeurs, elles plaisent moins, mais les valeurs dans les semi-conducteurs ont plutôt mieux performé. Et l'IA n'est pas un vaccin complet contre la macroéconomie. On voit le cloud, par exemple, les ventes de cloud qui ralentissent parce que les entreprises, compte tenu de l'inflation, voient leurs coûts, leurs dépenses augmenter, donc doivent faire des arbitrages et donc un peu moins d'investissement dans le cloud. Là, voilà. Et d'ailleurs, si on regarde la proportion de dépenses en IT aux États-Unis par rapport au PIB,
c'est constant en termes de pourcentage, et ça n'a rien à voir avec l'explosion qu'il y avait eu dans les années 2000. Donc le rythme de croissance des dépenses informatiques, même si on dit que l'intelligence artificielle est un énorme Big Bang technologique, ça ne se voit pas dans les dépenses et les investissements informatiques aujourd'hui. Igor Demac pour Vital Épargne nous accompagner. Si vous l'avez trouvé bon, intéressant, étonnant, n'hésitez pas à en parler à vos collègues, à vos amis, pourquoi pas d'ailleurs tout au long du week-end, puisque le replay sera en ligne dans un instant et disponible plusieurs jours. Le replay sur notre application BFM Business. Merci Igor d'être passé nous voir. Bon retour.